Pendant 1000 ans, la famille royale a suivi une seule règle: ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, quoi qu'on dise d'elle. Aussi blessant que cela puisse paraître, aussi injuste que cela puisse sembler de l'intérieur, elle gardait le silence. Le mystère, la dignité, l'image d'intouchabilité, tout reposait sur ce silence. C'était l'essence même du phénomène. Ce n'était pas qu'une simple stratégie de relations publiques. C'était le principe de fonctionnement fondamental de l'une des institutions les plus anciennes au monde. À l'heure actuelle, il m'est impossible de ramener ma famille au Royaume-Uni en toute sécurité. Et puis, apparemment, fin 2025, cette règle a été purement et simplement abolie. Ce qui a suivi était inattendu, car William n'a pas rompu le silence avec douceur et diplomatie, mais par une déclaration soigneusement formulée. Communiqué de presse d'un porte-parole, la machinerie habituelle tourne au ralenti. Selon les informations relayées par les commentateurs royaux, il a attaqué d'emblée. Et le palais n'a jamais ressemblé à ça. Ce soir, nous allons tout explorer, là où, semble-t-il, tout a commencé. Ce à quoi aurait ressemblé ce changement interne, ce que William aurait déclaré publiquement, ce que Catherine aurait fait en coulisses. Et quelles conséquences cela aura-t-il pour l'avenir de l'institution? Car si une part importante des informations relayées s'avère exacte, la monarchie que nous observons aujourd'hui est fondamentalement différente de celle d'il y a quelques années à peine. Reprenons depuis le début. Un événement aurait tout bouleversé. Entre 2021 et 2023, selon certaines sources, une série de messages privés aurait fuité et serait parvenu aux personnes clés au sein de l'institution. Dès lors, d'après des personnes se disant informées, tout a basculé au palais. Pas progressivement. Pas par une petite conversation intérieure sur la façon de gérer la situation avec plus de précaution. Tout. D'après ces témoignages, ce bouleversement est tel que les membres de cette institution cessent de leurs activités et se regardent différemment. Il ne s'agissait pas, selon les informations recueillies, de simples bribes de rumeurs circulant de manière informelle. Ce récit décrivait en détail ce qui se tramait en coulisses durant l'une des périodes les plus tumultueuses que la famille ait connues depuis des décennies. Et le contenu de ces messages, selon les informations recueillies, était difficile à lire pour ceux qui les ont découverts. Le roi Charles y était dépeint comme émotionnellement absent, au moment même où Meghan exprimait avoir le plus besoin de soutien. Ce seul fait, toujours selon les rapports, a suffi à modifier les discussions internes. Mais il semblerait qu'une phrase en particulier ait bouleversé l'atmosphère au palais et modifié la perception des membres les plus importants de la famille royale quant aux événements qui s'étaient déroulés jusque-là. Meghan aurait écrit « Si Charles ne me protège pas, le récit me protégera ». Or, cette phrase peut s'interpréter de deux manières. Il est important de considérer les deux avec objectivité. Une interprétation possible est celle d'une personne se sentant véritablement acculée, isolée et sans soutien, cherchant à survivre à une situation inextricable au sein d'une institution qui ne lui apportait aucune aide. Cette interprétation est tout à fait valable et mérite d'être prise en compte. L'autre interprétation, celle qui aurait été découverte au palais, c'était qu'il s'agissait d'une feuille de route. Il s'agissait d'une décision délibérée et réfléchie, celle d'instrumentaliser des moments personnels, des conversations privées et une souffrance réelle pour façonner la perception du public envers la famille royale. Non pas pour simplement partager son expérience, mais pour orienter activement le discours public contre l'institution. Cette distinction entre le simple partage d'expérience et une opération planifiée aurait tout changé au sein du palais. Car, d'après ces témoignages, une fois qu'on a perçu les choses sous cet angle différent, il est impossible de les oublier. Chaque interview, chaque article soigneusement orchestré dans la presse, chaque apparition publique, tout semblait soudain différent. Le palais aurait cessé de traiter cette affaire comme une affaire familiale
exigeant patience et délicatesse. Ils ont commencé à considérer la situation comme nécessitant une véritable réponse stratégique, pas une simple formule diplomatique du type « Nous leur souhaitons bonne chance ». Il leur fallait une action concrète et déterminée. Si Palace Insider vous offre une vision complète que d'autres médias omettent, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela nous aide vraiment à toucher un public plus large. Pendant que ces informations semblaient parvenir jusqu'au palais, quelque chose d'autre se tramait apparemment. Le roi Charles, alors aux prises avec de graves problèmes de santé, aurait pris une décision inattendue pour tous, sauf pour son entourage proche. Au lieu de gérer la situation des Sussex selon la procédure royale habituelle, lenteur des instances officielles, comités, déclarations prudentes et distance diplomatique, il aurait confié l'entière responsabilité à William. Selon certaines sources, cet arrangement interne serait désigné sous le nom de Memorandum 2485, ou encore, dans d'autres versions, comme le mandat d'automne. Ce que cela aurait fait était simple. Confier à William l'entière responsabilité de tout ce qui concerne Harry et Meghan. Une seule voix, une seule approche. Fini les communications contradictoires venant des deux extrémités du palais. Songez à ce que cela signifie historiquement. Les différends à ce niveau de la famille royale ont toujours été gérés par le souverain. Le monarque décide de ce qui est abordé, de ce qui est ignoré, de ce qui est géré discrètement et de ce qui est laissé à l'abandon. Il en a été ainsi pendant des siècles. L'autorité nécessaire pour gérer les problèmes internes de la famille royale appartient à la personne qui dirige l'institution. Le fait que Charles se retire et confie directement cette responsabilité à William n'est pas un simple ajustement de procédure. C'est un signal clair et délibéré indiquant que l'ancienne approche n'était plus adaptée à la situation. Et, d'après ces témoignages, cela se justifiait compte tenu des circonstances particulières auxquelles Charles était confronté. Il gérait une grave crise sanitaire tout en assumant ses fonctions publiques, représentant l'institution lors de visites d'État, d'événements diplomatiques et d'engagements publics. Bref, la charge visible et permanente inhérente à la fonction de souverain. À cela s'ajoutait la gestion quotidienne d'une des situations familiales les plus complexes que la monarchie ait connues depuis des décennies. Une tâche qui, selon les dires, dépassait largement ce qu'une seule personne pouvait accomplir simultanément. William possédait l'énergie, la concentration et, semble-t-il, la motivation personnelle nécessaire. Il n'allait pas y aller par quatre chemins. Charles savait pertinemment ce que cela impliquait et a pris la décision malgré tout. Concrètement, cet accord signifiait également qu'il n'y aurait désormais qu'une seule voix émanant du palais sur toutes les questions concernant les Sussex. Fini les situations où des messages contradictoires émanaient de différents services le même jour. Fini le sentiment que personne ne se coordonnait. L'ère des messages confus serait révolue. Et l'entourage de William aurait immédiatement compris que la stratégie à venir serait radicalement différente de tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Abonnez-vous à Palace Insider et laissez un commentaire ci-dessous. Quel est selon vous le moment le plus important de toute cette histoire? Voici un élément qui serait passé inaperçu face à tous les autres événements survenus simultanément. Alors que le monde entier était concentré sur la santé de Catherine, sincèrement inquiet de savoir où elle se trouvait et comment elle se rétablissait, elle aurait fait quelque chose d'inattendu. Elle travaillait, pas en public, pas devant les caméras. D'après certaines sources, c'est elle qui, en coulisses, aurait façonné toute la stratégie du palais. Et à bien y réfléchir, cela paraît logique. Catherine avait passé des années à comprendre les valeurs de la monarchie et ses besoins pour assurer sa pérennité. Elle savait que toute la valeur de la famille royale aux yeux du public reposait sur une seule chose: être présente, placer l'institution au-dessus de ses propres intérêts et le faire savoir.
Tout ce qui détournait l'attention de cet objectif était une menace. Ainsi, même pendant sa convalescence, elle anticipait déjà les conséquences de ses actes. Quelle image la monarchie doit-elle projeter aujourd'hui? Quel message le public doit-il diffuser? Et quels problèmes doivent être résolus avant que la situation ne s'aggrave? Les réponses qu'elle aurait trouvées auraient servi de base à toutes les actions publiques de William. De nouveaux protocoles internes auraient été mis en place discrètement. Des règles strictes concernant la communication, sur ce à quoi on répond et ce qu'on ignore, sur la distinction claire entre les membres actifs de la famille royale et ceux qui émanaient de Californie. L'époque où l'on encaissait les coups sans réagir aurait été déclarée révolue, ce qui rend le rôle supposé de Catherine si intéressant. C'est son caractère apparemment invisible, aucune annonce, aucun titre à la une. Tout se passait en coulisses, ce qui, paradoxalement, a peut-être contribué à son efficacité. Lorsque la stratégie de William a commencé à être révélée au grand jour, elle était déjà, semble-t-il, parfaitement rodée. On y sentait sa patte, même si son nom n'apparaissait jamais à la une des journaux. Avant que tout cela ne soit rendu public, William aurait fait une dernière tentative pour régler la situation en privé. En octobre 2025, selon certaines sources, il aurait appelé Harry. Il ne s'agissait pas d'une conversation anodine. William aurait formulé une demande précise. Il voulait que Harry rétablisse la vérité sur la façon dont Catherine avait été dépeinte, pas des excuses. Il ne s'agit pas d'une réconciliation, juste un compte-rendu précis des faits. D'après ses témoignages, la réaction d'Harry a brutalement mis fin à la conversation. Il aurait dit à William que revenir sur sa version des faits à ce stade lui coûterait tout ce qu'il avait construit dans sa nouvelle vie. Imaginez un peu, il lui demandait simplement de dire la vérité sur ce qui s'était passé avec sa belle-sœur. La réponse rapportée était, en substance, qu'il n'en avait pas les moyens. Pour William, d'après ses témoignages, ce fut le moment où il cessa de croire que ce différend pouvait se régler entre frères. Harry, Louis, n'était ni confus ni piégé. Il était confronté à un choix, et ce choix, selon William, consistait à privilégier son image publique à sa propre famille. Quelques jours après cet appel resté sans suite, William aurait fait quelque chose qui a surpris même les observateurs les plus attentifs. Il est entré dans la galerie de photos du palais de Kensington, s'est tenu seul devant les caméras, sans porte-parole, sans déclaration soigneusement préparée et filtrée par les services de communication, sans discours diplomatique visant à ne rien dire tout en donnant l'impression de dire quelque chose, et s'est exprimé directement, dans un langage simple, un langage que la famille royale n'utilise quasiment jamais en public. Il aurait abordé de front les accusations concernant Catherine, affirmant catégoriquement que personne dans la famille n'avait traité Meghan comme cela avait été insinué, et dénonçant ce qu'il a décrit comme une tentative délibérée de nuire à la réputation de Catherine par le biais de placement de produits payants dans les médias et d'une promotion systématique de contenu. Il a décrit une famille qui, chaque jour, se consacrait à son travail, aux visites, aux projets et aux causes, sans rien demander en retour, accomplissant sa tâche sans la mettre en avant. Puis, sans avoir besoin de nommer quoi que ce soit explicitement, il aurait établi un contraste avec ce qu'il appelait l'autre approche. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tous les spectateurs comprenaient parfaitement ce qu'il sous-entendait. La réaction, tant dans la salle que dans le monde entier, fut unanime. Jamais un membre de la famille royale n'avait agi ainsi auparavant. Pas aussi directement, pas aussi ouvertement, pas avec cette volonté précise de nommer les schémas et de dénoncer la coordination. Ce n'était pas la monarchie qui s'exprimait sur un ton mesuré et distant. C'était le futur roi, face camera, qui constatait que le régime qui avait régi l'institution pendant un siècle était devenu obsolète. Quoi qu'il arrive, le palais ne serait plus un lieu de calme et de discrétion. Ce que la plupart des observateurs n'ont pas pleinement compris pendant que tout cela se déroulait publiquement, c'est qu'une part importante du travail préparatoire
avait apparemment été réalisé bien avant que William ne se tienne dans cette tribune. En coulisses, selon certaines sources, un groupe de spécialistes avait été constitué sans aucune annonce publique. Des personnes dont la seule mission était de se réunir et de définir en détail la stratégie médiatique des Sussex. Les liens entre les articles, les médias utilisés, les schémas de couverture, le calendrier des publications, les méthodes d'amplification. Tout cela aurait été documenté et assemblé pour dresser un tableau. Et ce tableau, selon les allégations, n'était pas le fruit du hasard. D'après ces témoignages, ce qu'ils ont observé semblait coordonné. Des articles étaient publiés dans des médias spécifiques à des moments précis. Le contenu était amplifié de manière à atteindre précisément les bonnes audiences au bon moment. Le palais aurait perçu cela non pas comme un couple partageant son expérience avec le monde, mais comme une véritable opération médiatique visant un objectif clair: façonner la perception du public concernant la famille royale, et plus particulièrement Catherine. Au moment de son apparition au palais de Kensington, William était apparemment déjà parfaitement au courant de tout ce que ce groupe avait mis en place. La réaction de l'autre partie, selon les informations disponibles, est intervenue dans les 72 heures suivant l'apparition de William au palais. Des articles parus dans les principaux médias américains décrivaient comment Meghan s'était sentie mise à l'écart et abandonnée affectivement par sa famille. Le ton était personnel et compatissant, manifestement conçu pour recentrer le débat sur son expérience et l'éloigner des accusations précises formulées par William. Pour quiconque avait suivi l'évolution de la situation, ce schéma était familier. Mais cette fois-ci, le palais n'est apparemment pas resté les bras croisés. Il aurait réagi publiquement, dénonçant ce qu'il a qualifié de contenu à visée commerciale, un contenu produit dans un but purement lucratif. Le fait de le présenter au lecteur comme un véritable reportage personnel était une initiative inédite. Le palais n'aurait jamais osé faire cela 12 mois plus tôt. La décision de nommer le phénomène plutôt que d'attendre que la couverture médiatique s'estompe a marqué un changement d'approche significatif. La seconde phase de la riposte de l'autre camp s'est avérée, d'après ses témoignages, plus révélatrice que la première. Le discours en provenance de Californie aurait évolué. Il ne s'agissait plus principalement de ce qui se passait au sein de la famille royale. Il s'agissait désormais de se réinventer, de mener des projets de santé, de publier un livre pour enfants et de réaliser des documentaires sur les cycles générationnels et la rupture avec les schémas établis. Un tournant décisif, passant d'une ancienne princesse insatisfaite à une figure indépendante et tournée vers l'avenir. À première vue, une décision judicieuse, mais le palais aurait déjà réfléchi à la suite, car une part importante de ce qui rendait le récit de cette transformation si captivant pour le public résidait dans les tensions royales sous-jacentes. L'impression de se libérer d'un héritage ancien et puissant, rompre ses liens royaux, rendre la porte visiblement fermée, et l'histoire perd de son attrait initial. Le palais ne réagissait apparemment pas uniquement à cette décision. Il réfléchissait déjà à ce qui allait suivre, puis survint ce que les médias décrivent comme une décision qui prit même les observateurs les plus avertis au dépourvu. Une tentative de retirer définitivement à Harry et Meghan leur statut royal. Il ne s'agissait pas d'une suspension temporaire, ni d'une réduction des fonctions. Selon certaines sources, une rupture définitive et sans appel, l'accès aux propriétés royales, toute reconnaissance officielle restante, tout cela aurait été remis en question. Une décision qui, une fois prise, est irrévocable. Et la manière dont le palais a géré la situation a été, comme à son habitude, discrète. Pas de mise en scène, aucune annonce publique concernant les options envisagées. Il s'agissait simplement d'une porte en train d'être fermée. À peu près au même moment, toujours selon ses témoignages, William aurait commencé à parler d'Archie et de Lilibet.
Son ton serait passé de la voix posée et stratégique qu'il adoptait à Kensington Palace à quelque chose de plus personnel et de moins préparé. D'après ces informations, il aurait déclaré qu'il méritait la stabilité, une enfance normale, loin du bruit et des incessants échanges médiatiques. Le palais s'est empressé de préciser qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une menace. Mais le message, selon les observateurs attentifs, était clair. L'institution était consciente de l'implication croissante des jeunes générations dans cette affaire et s'en inquiétait, en se positionnant ainsi comme la partie sincèrement et publiquement soucieuse du bien-être des enfants. Le palais aurait créé un malaise face à la poursuite de l'activité médiatique à son rythme actuel, sans que les médias ne s'interrogent sur son impact concret sur les enfants. Puis, William aurait fait une comparaison qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la salle et dans les médias qui ont suivi. Il a évoqué le prince Andrew, le membre le plus publiquement discrédité de la famille royale moderne, un homme qui a tout perdu. Ses parrainages officiels, ses engagements publics, son statut au sein de l'institution, sa possibilité d'assister aux grands événements royaux. Un homme que la famille tient désormais à distance, et ce, délibérément. En établissant cette comparaison, William ne lançait ni une attaque personnelle ni une menace. Il soulignait, semble-t-il, un point de vue structurel et historique sur le fonctionnement réel de l'institution. Selon ses dires, personne dans cette famille n'échappe aux mêmes exigences et aux mêmes conséquences. Peu importe qui vous êtes, votre titre ou vos liens officiels avec la couronne, les règles s'appliquent à tous. Les conséquences du non-respect de ces règles sont bien réelles. Elles sont déjà arrivées à une personne très proche de l'institution et celle-ci a appliqué ces sanctions sans la moindre hésitation. Il s'agissait, semble-t-il, d'un avertissement appuyé par un exemple historique et tous les présents et les spectateurs comprenaient parfaitement la signification de cet exemple. Durant toute cette période, Catherine n'avait pas prononcé un seul mot en public. Tandis que l'affaire faisait grand bruit d'un côté, elle aurait entrepris une action qui aurait eu un impact bien plus durable que n'importe quel discours. Quelques jours seulement après le point culminant de cette situation, elle se serait rendue dans un centre d'oncologie pédiatrique. Robe simple, petite broche en forme d'encre, un détail qui a attiré l'attention. Pas de conférence de presse, pas de déclaration soigneusement préparée sur tout ce qui se passait autour d'elle. Elle est simplement arrivée et a fait son travail. Le contraste avec ce qui se passait en Californie au même moment. Annonces de documentaires, apparitions médiatiques, lancements de marques, le flot incessant de contenu public était, semble-t-il, impossible à ignorer pour les observateurs attentifs. D'un côté, on faisait grand bruit. De l'autre, on se rendait discrètement dans un service d'oncologie pédiatrique. Nul besoin de s'exprimer. Une phrase attribuée à Catherine durant cette période aurait stupéfié les hauts responsables. Elle aurait déclaré à son entourage « Je lui pardonne, mais je refuse d'accepter ses souffrances comme un devoir. » Méditez sur cette phrase, car elle recèle plusieurs significations. Il y a là une véritable grâce. On n'y trouve ni froideur, ni amertume, ni aucune forme de punition. Mais une limite très claire est également fixée. Cette attitude ne sera pas maintenue indéfiniment et ne saurait définir ce que l'institution est en train de construire. Cet équilibre serait devenu la philosophie sous-jacente à toutes les actions du palais durant cette période. D'une part, l'empathie personnelle, d'autre part, une vision claire de l'orientation de l'institution et la capacité de concilier les deux sans que l'une n'éclipse l'autre. Prenons du recul et considérons l'ensemble. Si ces témoignages sont exacts, c'est à quoi vous assistez serait la fin d'une ère et le début d'une autre, véritablement différente. Longtemps, la stratégie de survie de la monarchie a reposé sur la distance et le mystère. Gardez le cap. Ne répondez pas aux accusations précises. Laissez l'institution parler d'elle-même à travers ses cérémonies, sa continuité et ses traditions. Ayez confiance, le public finira par y voir clair.
Cette stratégie a longtemps fonctionné, même durant des périodes particulièrement difficiles. Mais dans un monde où une information peut passer d'un message privé à la une des journaux du monde entier en quelques heures, où l'amplification des réseaux sociaux peut transformer un récit contesté en vérité, établi avant même qu'une réponse institutionnelle soit possible. Cette stratégie commençait, semble-t-il, à montrer ses limites, au point que les membres du palais ne pouvaient plus les ignorer. Le silence qui, jadis, exprimait la dignité, commençait à être perçu, par certains, comme une incapacité à réagir. Ce que William et Catherine auraient mis en place est une approche plus directe, plus proactive, n'hésitant pas à nommer ouvertement des schémas précis que le palais n'aurait jamais reconnus publiquement auparavant. Ils n'hésitent pas à établir des comparaisons, à dénoncer les coordinations et à s'exprimer clairement devant les caméras sur ce qu'ils perçoivent comme étant la réalité. C'est un pari risqué, car le mystère que l'ancienne approche protégeait n'était pas qu'un simple atout en matière de communication. Il faisait partie intégrante de la valeur structurelle de l'institution. Dès l'instant où l'on commence à se justifier, on engage le public dans un dialogue qu'il est très difficile de clore. Vous avez troqué une part de votre inviolabilité contre la possibilité de réagir directement. À long terme, nul ne sait vraiment si ce choix s'avérera judicieux. Il n'existe aucun modèle préétabli pour cette version de la monarchie. Aucun précédent historique ne permet d'imaginer un futur roi depuis une tribune. Décrivant en termes simples les stratégies de communication médiatique, la monarchie douce, patient, discrète, toujours avide d'apprendre et jamais complaisante, serait révolue. À en croire ces témoignages, elle aurait été remplacée par une monarchie plus austère, plus intransigeante et bien moins indulgente. Reste à savoir si cela correspond exactement aux besoins de l'institution en ce moment, ou s'il s'agit du début d'une situation qu'elle ne pourra plus maîtriser. L'histoire est encore en train de s'écrire. Mais si ce début d'année 2025 est un indicateur, la suite sera radicalement différente. Pensez-vous que William et Catherine ont fait le bon choix en rompant la tradition du silence? Ou bien, l'ancienne approche recèle-t-elle des enseignements importants que la nouvelle risque de perdre définitivement? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à Palace Insider pour ne rien manquer. Et un simple « j'aime » nous aide à toucher un public plus large en quête d'une vision authentique. À bientôt. Ce qui est clair, si ces récits sont ne serait-ce que partiellement exacts, c'est que William et Catherine ont fait un choix délibéré et irrévocable quant au type d'institution qu'ils entendent diriger. L'époque où le silence était synonyme de dignité est révolue. L'avenir nous dira si ce qui la remplacera sera exactement ce dont la monarchie a besoin, ou un pari risqué qui transformera l'institution de manière irréversible. L'histoire est encore en train de s'écrire, mais ceux qui la composent depuis le palais de Kensington auraient déjà décidé dans quel chapitre il se trouve.